Ouais. J'ai fait tous mes réglages et tu niques tout ma race, putain. Je me sens tellement seul. Et ça enregistre. T'aurais pu t'arrêter dès le début, mais t'as voulu vraiment poursuivre. Allez vous faire foutre tous. C'est enregistré, et je coupe tous les micros. Il y a plus que moi qui parle. Allez vous faire foutre. Hello. Bon, n'importe quoi. On t'aime, Xavier. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 193 du podcast qui rêve de voir le vélo devenir le mode de transport dominant, le mode de transport qui va sauver la planète et l'humanité. Numéro 193, 193 si vous nous écoutez en Belgique ou en Suisse. Et aujourd'hui on a plein de petites chroniques à droite à gauche et ça va être une chronique avec des filles, avec des gars. Et on commence avec Manu, ça va Manu ? Oui, ça va et toi Eric ? Heureux, épanoui, tout va bien. Bonjour. On a Monsieur Mika, ça va Mika ? Ça va et vous ? Ouais, ça va, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler du recyclage ou du non-recyclage des pneus de vélo. Et à la technique, on a Xavier, ça va, professeur Xavier ? Professeur Xavier va bien, merci. Oh, cette voix, à chaque fois que ça résonne dans le casque, t'as des frissons, tu fais, la voix de mec. Et puis on a Camille, alors on en profite avant qu'elle devienne trop célèbre, parce que peut-être va falloir qu'on prenne des selfies avant la fin de l'émission, c'est pas parce que peut-être on l'avait rappelé. Elle va nous coûter cher. Ouais. Ça va Camille ? Oui, ça va très bien. Alors toi, t'es arrivé un truc de dingue. Tu as rencontré une célèbre cycliste. Et ouais, et j'ai passé même une journée entière avec Marion Rousse. C'était une championne de vélo de route en France. C'est aussi la commentatrice du Tour masculin, du Tour de France, et la directrice du Tour de France féminin. Donc oui, c'est une star du vélo sport. J'ai passé une journée avec dans le cadre d'une émission qu'elle anime désormais qui s'appelle La vie à vélo et j'ai pédalé avec elle. Voilà, je peux mourir en paix maintenant. Donc tu vas avoir ton La vie à vélo. Alors oui. Enfin, il y a plusieurs chroniques dedans, mais toi tu seras c'est des portraits à chaque fois à travers des initiatives. Là, c'était dans le cadre de mon association qui s'appelle les courts-circuits, dans lesquels on a monté un atelier d'autoréparation vélo où on accueille des jeunes d'un IME, des personnes en insertion. Et je transmets mes compétences en mécanique. Et donc moi j'étais le fil rouge de toute cette journée où elle me suivait, elle m'interrogeait, etc. Donc je peux vous dire que quand je l'ai vue arriver dans mon atelier, les frissons. J'ai pas réussi à. J'avais l'air franchement d'une idiote. J'arrivais pas à parler, j'ai cru que j'allais faire pipi dans ma culotte. Et ça passe quand ? Et ça passera en avril. J'ai pas la date, mais ça sera en avril. D'accord, c'est sur France 2, hein ? Non, c'est sur France 3 et c'est national. Au mois d'avril. Tu nous tiendras au courant, hein. On en parlera. Il y a sûrement un replay. Oui, il y a un replay. En tout cas, je trouve que c'est génial qu'il y ait enfin une émission. Toutes les chaînes télé elles ont leur émission bagnole, moto, moteur, leur émission pour dire c'est bien les gars, il faut polluer avec tes grosses bagnoles. Qui est enfin une émission sur le vélo, et pas forcément le vélo sport, mais plutôt même d'ailleurs le vélo au quotidien. Oui. Enfin qu'il y ait une émission comme ça, qu'on colonise l'espace. Si je peux me permettre, moi je trouve que ce qui est bien, c'est que ça soit amené par une personne du sport et qui est étiqueté sport à la base. On a quand même une frontière ou une barrière. On en a déjà parlé à plein de reprises, le nombre de personnes, et moi je viens de ce milieu-là, le nombre de personnes sportives qui prendront leur bagnole pour faire 3 km le jour. Ou même moins de 3 km pour aller chercher du pain, mais c'est monnaie courante et c'est assez intéressant du coup que ça vienne de personnes comme ça qui sont étiquetées et qui sont repérées par les sportifs. On peut ajouter que c'est la compagne et la mère ils ont un enfant ensemble avec Julien Alaphilippe qui est double champion du monde de cyclisme. Et puis elle présente bien Marion, c'est la classe quoi. Donc c'est pas je sais pas si oui, alors quand elle entre dans la pièce, tout le monde la regarde. C'est radieux elle attire la lumière. Elle est très très jolie et en plus elle est très très gentille, vraiment. Bon. Et toutes ces questions, d'ailleurs ça n'a jamais été axé sur le sport, toutes ces questions c'était vraiment axé sur l'humain, le social. Le vélo au quotidien quoi. Je pense que en effet ça aurait moins d'impact si c'était quelqu'un de la FUB quoi. C'est malheureux à dire mais je pense que un gros pour militant, la télé c'est quand même pas mal. Alors il y a exactement 30 ans, je vivais en Norvège. Il y a exactement 30 ans, ça m'a fait bizarre de réaliser ça. Et j'ai pris conscience de ça parce qu'il y a un copain de l'époque qui m'a appelé il y a quelques jours et il m'a expliqué que dans la ville où je vivais, qui s'appelle Ålesund en Norvège, qui est coincé entre un fjord et la mer et des îles, c'est un endroit sauvage. Vraiment, on imagine que les Vikings, dans le temps, ils ont construit des dracars sur les endroits où je vivais là.
Et ben dans cette petite ville-là, une ville de 35 000 habitants, il y avait une rue piétonne qui s'appelle Gågata. Go, c'est marché, aller en norvégien, donc c'est la rue piétonne. Et bordée de maisons style Art Nouveau. Vous savez, l'Art Nouveau, c'est un peu comme avec des arabesques, ça imite les fleurs. Comme genre le métro à Paris à l'ancienne, là, c'est début 20e siècle, fin 19e siècle. Les maisons de Gågata, elles sont dans ce style-là. C'était une rue magnifique. Et mon vieux copain qui m'a appelé, qui m'a donné des nouvelles de là-bas, qui vit toujours là-bas, il me dit Gågata, c'est devenu une rue voiture, c'est les commerçants qui ont mis la pression pour que la rue ne soit plus piétonne, mais que les voitures puissent à nouveau y circuler. Et là, mon monde s'est effondré, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. La Norvège qui est en avance sur tout. Ils ont, comme ils ont beaucoup d'énergie, parce qu'ils ont beaucoup de barrages, peu d'habitants au kilomètre carré, c'est blindé de voitures électriques. Ils ont du pétrole, mais ils le revendent, ils s'en servent quasiment pas du point de vue domestique. Ils ont même interdit le forage de nouveaux centres pétrolifères dans le nord de la Norvège, par écologie, tout ça. Et ben, dans cette ville-là, ils ont quand même remis la rue piétonne en rue pour les voitures, sous pression des commerçants de la rue piétonne. Et en fait, c'est un vrai sujet. Et moi, je vous pose la question, combien de fois par an vous allez acheter des choses dans la rue piétonne? Alors oui, c'est un vrai sujet. Toutes les semaines, déjà, je vais sur le marché. Ouais, oui, d'accord. Mais dans les boutiques qui bordent la rue piétonne. Dans les boutiques, alors, bon, peut-être pas là pour parler de l'échelle locale, qui n'est pas que local d'ailleurs. Qui est présent chez nous et je pense qu'il peut être, qui doit être présent dans multiples villes moyennes de France. Les boutiques ferment. Les boutiques ferment. On a l'impression que le propriétaire ne s'intéresse pas trop au fait de les relouer et préfère limite ne pas les louer que de baisser parfois les loyers. Pour avoir travaillé sur un projet qui devait s'ouvrir au centre-ville, pendant 2 ans, je me suis aperçu qu'il y a pas mal de propriétaires chez nous, pareil en local, qui ne sont pas alençonnés. Donc les habitations sont gérées par des cabinets immobiliers, avocats. Des gros groupes, Et en fait, c'était le patron du cabinet qui détenait et ils sont pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui détiennent 10 ou 15 appartements ou magasins dans le centre-ville. Donc ils sont pas tant que ça et en fait, ils préfèrent choisir à qui ils vont louer. C'est-à-dire que c'est plus facile de louer un magasin de fringues parce qu'il y aura pas beaucoup de travaux parce que le public est dit passant que monter un projet où le public va être stagnant comme un bar ou des choses comme ça, ou alors les normes de sécurité sont pas les mêmes. Il faut des toilettes PMR, il faut des plafonds coupe-feu, au niveau des travaux c'est super. Et en fait les propriétaires sont très frileux. Les nuisances. Et les nuisances. Et ils préfèrent laisser ça à l'abandon plutôt que de faire les travaux pour les rénover et les louer derrière. Alors en fait c'est pas un problème seulement local, c'est national. Il y a plein de villes avec l'avènement de l'e-commerce qui voient que les boutiques du centre-ville ont de plus de mal à tenir en fait. Mais c'est pas lié du tout au fait que ça soit piéton et accès vélo. J'ai eu ces débats-là très très récemment. Une rue dangereuse pour les cyclistes et la dame disait... moi j'ai dit à ce moment-là, si c'est dangereux, on coupe l'accès aux voitures. Et elle m'a dit, bah non, plus personne n'achètera rien. Et du coup, j'ai étudié la question. Est-ce que le fait d'arriver en voiture te permet d'acheter plus? Et la réponse est non, pour plein de raisons. Parce que le genre d'objets que tu achètes en centre-ville, c'est des vêtements, du maquillage. C'est des petits objets, donc pas besoin d'un coffre de voiture. Et tu vas pas au centre-ville pour acheter ton frigo. Et voilà, c'est ça. C'est ça, des petits objets. Je veux dire, tu y vas pas pour l'électroménager. Avec un sac à dos, ça passe. Et puis en plus, tu payes pas de parking, tu trouves une place facilement. Donc le fait de pas payer de parking, ce petit budget-là, du coup, tu peux le remettre dans les commerces. Ouais. Mais en fait, au début, les zones commerciales à l'extérieur des villes avec les grands parkings sont devenues les concurrents des centres-villes. Mais maintenant, il y a un plus gros concurrent. Maintenant, c'est l'e-commerce. Et alors c'est vrai que les boutiques de centre-ville, elles prennent cher. Alors ce qui se passe, c'est que il y a certaines villes qui ont pris des mesures fortes. Et moi, j'invite cette veille d'élection municipale, on réfléchisse à l'idée. Il y a des villes qui ont dit, les bails commerciaux vacants, on met une taxe dessus très très forte pour faire en sorte que les propriétaires, ils trouvent quelqu'un qui prenne le truc. C'est le rôle des communes aussi. Enfin, il y a aussi des droits de préemption. Enfin, il y a des choses qui peuvent être faites et vous laissez ça. C'est triste en fait. Ouais. En effet, oui, les zones, le e-commerce pose problème. Les zones commerciales, ça pullule dans... Et même les zones commerciales ont tous du les mal, points cardinaux de chaque grande ville. En revanche, les zones commerciales, j'y vais moins à vélo. Ouais, c'est toujours plus loin. C'est difficile d'accès, c'est loin. Il y a pas de parking vélo. Il y a pas d'arceau. Mais même à pied. Enfin, tu dois, pour ta T'es sécurité. dépendant de la voiture. Pour ta sécurité, d'aller à un magasin, un autre qui sont
temps parfois de 100 mètres, 150 mètres, vaut mieux prendre ta voiture, c'est dangereux. Hein. En fait, c'est au niveau national où on réfléchit maintenant à l'utilité des centres piétons, des rues piétonnes dans les centres-villes. Dans plein de villes, j'entendais sur France Info, sur Angers, on parlait de ça, que c'était un problème. Alors, ce qui commence à pallier, c'est qu'on rajoute on fait en sorte que la rue soit vivante, pas seulement à l'heure d'ouverture des commerces, c'est-à-dire, je sais pas, de 9h à 19h, mais qu'on rajoute en plus des bars, des restaurants, pour que là, ça soit plutôt de 7-8 heures jusqu'à minuit. En centre-ville, que la rue, elle puisse servir, quoi. Et à l'inverse, moi, il y a un truc qui m'a fait halluciner. Je viens de région parisienne, à la base, donc j'y retourne régulièrement. Et donc maintenant, dans les grands centres commerciaux, en tout cas, moi, j'en ai vu en région parisienne, et j'imagine que ça existe aussi ailleurs, ils recréent des centres-villes dans les centres commerciaux. Donc t'as des endroits comme une allée piétonne avec des magasins qui sont dehors, qui sont pas dans le centre commercial. Et je me dis waouh, là vraiment on est en train de boucler la boucle. Voilà. Et c'est pas rassurant, quoi. Et c'est un débat en fait dans notre ville, mais j'imagine que c'est partout pareil. Il y en a qui sont pour favoriser les transports en commun, le vélo, puis d'autres qui sont plus pour que cette place-là elle devienne un parking. Alors il y a un clivage gauche-droite là-dessus, mais pas que. Mais en tout cas, c'est une question qui se pose au municipal. Alors, c'est pas les élections municipales seulement en France. En Suisse aussi, il y a des élections municipales qui tombent ce mois de mars-là. Et le vélo s'invite dans la campagne. Ah, Manu? Mais oui, tout à fait. Elle vient juste de finir sa chronique, elle va pas souffler. C'est pas fait avec de l'IA, c'est la vraie chronique faite à la main. Elle est vraiment très occupée en ce moment. Il y aura du montage après. Oui, effectivement, le vélo est un véritable enjeu des politiques locales. Outre le symbole de l'écologie, c'est un révélateur concret pour les municipales quant à la sécurité, voirie, vitesse, accès aux services. Et tout se joue à l'échelle de la commune. Les budgets et le désengagement progressif de l'État n'arrangent rien. Et donc l'enjeu est de faire du vélo une politique transversale avec les zones 30, une rue scolaire qui peuvent être pris en charge par la commune sans attendre la promulgation d'une loi. Donc tout peut se faire directement par la ville. Ouais, c'est pour ça que souvent les cyclistes, on interpelle nos élus communaux, locaux, parce qu'on sait que c'est eux qui ont les clés de la ville. Voilà, exactement. Et là, avec le baromètre vélo, il y a eu donc tout un panel de conditions actuelles qui ont émergé et qui sont très mauvaises, que ce soit pour les cyclistes et les non-cyclistes. La sécurité, le manque d'aménagement et la vitesse des véhicules sont des freins autant pour les villes que pour les campagnes. Il est nécessaire en parallèle de réduire la dépendance à la voiture. Donc la FUB propose des méthodes pour les campagnes municipales en proposant une charte vélo territorialisée, un kit de mobilisation pour les associations locales et une plateforme nationale recensant les engagements pris par les listes électorales. Donc les communes ont ainsi l'opportunité de transformer la parole citoyenne en action publique et sécuriser les continuités simples vers les écoles, commerces et équipements. Dans les petites villes, il suffit de sécuriser face aux vitesses, assurer les continuités simples vers les écoles, les commerces ou les équipements, comme on parlait tout à l'heure. Et ça, ce sont des aménagements peu coûteux. En banlieue, on va aménager des pistes pour rejoindre une gare, un pôle d'activité, etc. Pour les moyennes et grandes villes, créer des pistes, structurer des réseaux lisibles et cohérents. Le vélo donc permet de mettre en lumière rapidement la capacité ou non d'une équipe municipale à mettre en œuvre son programme. Ils font ce qu'ils disent et puis ils font pas. Voilà. Parce que souvent ils élisent, on élit des gens parce qu'ils ont un programme et puis derrière ils font un petit peu n'importe quoi. Parlons chambre à air maintenant. Pas plus tard qu'il y a pas longtemps, j'étais tout content. Hein, j'ai ma réserve de chambre à air dans mon garage et puis je sors la chambre à air du petit carton. Déjà je vois que le carton il était à moitié bouffé tout ça. Et quand je sors la chambre à air, je vois que ça faisait plusieurs années qu'elle était là. Mon garage il est certainement un petit peu humide. La chambre à air toute fendue, toute niquée. Du coup, je ne pouvais pas m'en servir pour mon vélo. J'ai dû aller à pied chez le vélociste, acheter des chambres à air, tout ça. Donc quand vous conservez des chambres à air chez vous, je sais pas ce qu'il faut faire pour les conserver, être sûr que pendant plusieurs années, tu fais comment toi, tu les mets dans des... mais tu veux dire Non, tu veux dire toi, les réutiliser. Ah oui, moi je parle de celles qui sont crevées et plus utilisables. Une chambre à air neuve que tu gardes dans ton garage pour au cas où tu rentres chez toi, le vélo il est crevé, t'as ce qu'il faut chez toi. Je crève trop fréquemment pour qu'elles aient le temps de sécher. C'est un peu bête à dire, mais je pense que c'est du tempéré. C'est pas ni trop humide, ni trop endroit sec. Ouais, parce que trop sec, ça peut... Moi je me suis dit, dans mon garage, j'allais conserver
du coup la chambre à air dans sa boîte en carton où s'il y a toutes les références, puis en plus mettre ça dans un Tupperware quoi. Globalement dans un truc zippé plastique, si vraiment mais bon. En gros, moi j'ai appris à mes tu crèves très peu quand même pour une chambre à air, ça périme. On est sur des années et des années quand même. Ouais, ça faisait quelques années Non, enfin j'ai crevé mais j'étais ailleurs, j'ai pris d'autres chambres à air, tout ça, enfin voilà. Donc en gros, j'avertis nos auditeurs, les chambres à air ça peut périmer, donc faut essayer de les stocker crever au max les gars. Et puis en plus, c'est pas forcément écolo, mais il y a des gens qui sont en train de faire gaffe à ce que ça devienne de plus en plus écolo les chambres à air. Il paraît. Oui. Parce que en effet, on va parler de recyclage de pneus et de chambres à air. Parce que ça nous est tous déjà arrivé, enfin peut-être pas tous parce qu'il y en a qui changent. Camille elle crève pour nous elle crève pour toute l'équipe. Oui, mais ma phrase c'était ça nous est tous déjà arrivé de devoir changer nos pneus ou une chambre à air, mais bon, c'est pas vrai en fait. Et même si vous devez pas le faire vous-même, il y a un moment, il faudra bien aller au moins vous rendre dans un magasin ou chez un copain et qu'est-ce qu'on fait des pneus, qu'est-ce qu'on fait des chambres à air. Et oui. Et figurez-vous qu'en magasin, moi j'y ai travaillé, on en a déjà parlé, c'est globalement le même problème. C'est-à-dire que moi, si vous veniez me voir en me disant qu'est-ce que je fais de mes pneus, tu les gardes tes pneus. Ouais. Sauf si je les change, je suis dans l'obligation de les garder, mais on n'avait pas de service de collecte, malheureusement. En fait, il y a aucune véritable filière nationale de recyclage en France, contrairement à la filière automobile. Quoique ça pourrait être encore discutable, je pense, mais en fait la quasi-totalité des déchetteries non plus n'acceptent pas les chambres à air ou les pneus et comble donc de la bêtise lorsque l'écologie doit être mise au centre du débat. On nous conseille de mettre nos pneus dans des poubelles classiques. Ouais, c'est dur ça. Alors petite technique pour ceux qui le font, faut couper les cerclages en fer, sinon c'est compliqué. Voilà. Ouais, parce que quand on mélange tous les produits, les matières, c'est dur à recycler. Et ouais. Donc heureusement aujourd'hui, quelques acteurs majeurs du cycle, et plus particulièrement du pneu, commencent à proposer des alternatives. C'est le cas notamment du leader mondial, l'entreprise Schwalbe. L'enseigne allemande a commencé depuis 2015 à recycler les chambres à air. Et aujourd'hui, la marque prétend avoir 100% de recyclabilité de ses chambres à air. Et les dernières qu'ils sortent sont composées à environ 20% de matières premières recyclées, sans perte de qualité. Fort du recyclage des chambres à air, ils se sont attaqués en 2022 aux pneus. Et donc là, ça a commencé par la collecte. On collecte des magasins, on collecte dans les magasins. Les pneus usagés, par contre, ils prennent bien toutes les marques. Ils se contentent pas des leurs, puisque globalement, le système est à peu près le même. Donc c'est gratuit pour le consommateur, c'est pris en charge par Schwalbe. Donc le consommateur passe déposer ses chambres à air, ses pneus, auprès des revendeurs agréés. À l'heure actuelle, c'est surtout bien démocratisé en Allemagne, mais ils étendent à 11 pays, dont la France. Donc on peut espérer que ça se généralise dans les mois et les années à venir. Ils estiment avoir recyclé environ 1 million de pneus et 15 millions de chambres à air en 2024. Outre le recyclage simple, ils estiment que l'impact environnemental est bien moindre en production par rapport à un pneu réalisé en caoutchouc neuf, puisqu'ils économiseraient entre 80 et 90% de CO2. Et l'un des pneus les plus connus, Camille, comment il s'appelle chez Schwalbe? Marathon Tour Plus. Ouais, Marathon déjà. Marathon, c'est bien. Et il a cette déclinaison verte maintenant. Le Green Marathon. Ah oui, j'ai vu. Le marathon bio. Le Green Marathon, qui est composé de 80% de matériaux recyclés. Et une autre marque très prisée des cyclistes s'est associée avec une entreprise qui s'appelle Retire. Il s'agit de la manufacture de pneus Vittoria. La firme italienne va développer avec Retire des pneus 100% recyclables à base de déchets, donc principalement des algues et des textiles recyclés, à destination des vélos. Alors pour l'instant, c'est ce qu'on va nommer des vélos utilitaires, vélos de ville, cargo, donc du solide. Ça va pas être pour les compétiteurs tout de suite. En France, d'autres solutions plus locales existent et proposent de transformer vos vieux pneus en ceinture stylée, par exemple. D'ailleurs, je crois que tu t'étais tenté. Ouais, la vie est belle. Tu t'étais tenté, Eric? Ouais, j'avais fait une ceinture, ouais. On l'a jamais vu, cette ceinture. Mais bon, on en reparlera plus tard. Toute la semaine, il est venu voir tout le monde pour se la péter avec. Ouais. Regarde, t'as vu ma ceinture? Une fois, je lui ai proposé un pneu et il m'a fait comme s'il savait plus le faire. Mais bon, c'est pas grave, on en reparlera plus tard. On peut pas de ça. Donc, en effet, comme tu disais, c'est une entreprise nordiste qui s'appelle La Vie est Belle, qui travaille notamment avec des équipes professionnelles de cyclisme. Je pense à Cofidis,
qui est situé aussi dans le Nord, et à Decathlon, bien entendu. Il y a Happy Cyclette en Bretagne, qui transforme les pneus et les chambres à air en billes de caoutchouc pour amortir les sols des manèges équestres ou encore les aires de jeu pour enfants. Enfin, il existe un éco-organisme agréé par l'État, écologique, qui collecte et recycle des articles de sport. Si vous êtes un professionnel, une asso, un club, vous pouvez vous rapprocher d'Écologique pour déposer vos pneus et chambres à air. On note que la France reste en retard, hein. Bon bah ça c'est comme souvent malheureusement, quant à la résolution de ce problème qui est bien pris en charge pour la filière auto pourtant. Si Schwalbe est un leader mondial dans le domaine du pneu, j'estime qu'une entreprise comme Michelin en France ou il devrait pouvoir le faire, Hutchinson serait tout à fait en capacité de faire la même chose. Alors je me disais qu'attend-il pour mettre la gomme finalement. Ouais, j'ai la rêve, c'est bon, c'est passé celle-là. Ok. Sujet. Ouais. Alors par contre, je sais pas, est-ce qu'il les rechappe, ils remettent comme sur les pneus de voiture? Est-ce que c'est la matière qui est recyclable? On ne sait pas. Alors en plus, alors là, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique, mais un pneu c'est complexe. Ouais, bah oui, il y a des cercles de métal. Déjà il y a des cercles de métal, il y a des cercles rigides, il y a des cercles souples. Aussi, il y a beaucoup de tissus. Ouais, de fils, de tissus. On parle souvent en TPE, enfin bon, c'est du maillage, de la souplesse, enfin c'est tout un procédé. Et donc c'est pour ça que à un moment on parle de Vittoria, il parle de textiles recyclés, et je pense que là c'est plus pour la chape, un peu comme un boyau à l'époque, vous voyez ce côté un peu coton. Et après vous avez le pneu, enfin la bande de roulement en caoutchouc. Moi, c'est assez complexe le pneu. Avec mon atelier, on dépend du réseau national en France d'ateliers d'autoréparation qui s'appelle le Recyclage, qu'on avait rencontré une fois avec Pause Vélo. Et c'est un vrai sujet aussi, chez eux. Ils essayent de nous guider et ils disent bien qu'il n'y a aucune filière en France pour solutionner ça, mais que en réalité, j'ai le truc sous les yeux. Ils disent que ça peut être broyé pour, comme t'as dit tout à l'heure, faire des aires de jeu, le sol en gomme, mais aussi comme combustible et aussi utilisé pour faire des remblais. Ouais, cramer des pneus, c'est comme... Oui, utilisé comme combustible. En dehors d'une manif avec un gilet ou un cinéma pour récupération d'énergie. Ça peut être transformé en combustible, en fait. Ok. Et après, utilisé comme remblai. Alors Camille, toi, tu reviens d'un petit périple d'hiver à vélo. Oui. Oui, j'ai choisi mon moment. Ouais, bien, pendant les inondations, tempête, inondation, j'ai tout eu. J'ai pas choisi cette date par hasard. Je voulais aller au festival international de l'organisme Cyclo-Camping qui organise le festival du voyage à vélo, et qui se passait cette année pour la première fois à Angers. Ils ont pas de chance parce que avant ça se passait à Vincennes. Ouais. Et puis Vincennes a été en travaux, alors ça s'est passé au Mans. Puis le palais des congrès du Mans est en travaux, du coup maintenant c'est Angers. Et puis là, il y avait super inondations. Ouais. Et le palais des congrès est pas très loin de l'eau. Et donc le maire d'Angers a décidé d'annuler toutes les manifestations, mais aussi couper des rues, carrément. Et de toute façon, elles étaient inondées. Le problème, c'est que moi, comme je voulais y aller à vélo et que je m'étais 2 jours et demi, voilà, j'étais déjà à mi-chemin quand j'ai appris la nouvelle. J'étais super déçue. Je voulais rencontrer Claude Marteller. Et puis, du coup, j'ai dû revoir mes plans. De toute façon, le logement que j'avais réservé était inondé. Impeccable. Pas de chance. Donc, j'ai fait une boucle. J'ai improvisé le reste du voyage. Et j'ai eu le droit, à des vents vraiment violents. Au point que ça me bloquait la respiration. Je pouvais pas respirer. À ce point-là, ouais. Quand il était de face, et puis pas de bol, j'avais forcément de face. Et puis de la flotte, et partout où j'allais, c'était inondé. J'avais des passages, des voies vertes surtout bloquées, puisque les voies vertes, elles longent. Pas nettoyées en plus. Ouais, elles longent souvent des rivières. Elles longent des canaux. Voilà, ou des hallages. Voilà. Mais le CCI est reporté, je crois. Et la bonne nouvelle, c'est que il n'est pas annulé, il est reporté le 24 et 25 octobre, toujours à Angers, donc on croise les doigts. Ah, la veille de mon anniversaire. Je suis donc au centre des congrès aussi. Donc, le festival du voyage à vélo organisé par le Cyclo-Camping International, ça sera 24 et 25 octobre, c'est reporté. Voilà. Je crois qu'on va se quitter sur ces bonnes paroles. Alors maintenant, j'aime bien, parce qu'on essaie de terminer l'émission avec de la musique live, comme ça, nous, on se fait une petite session concert privé. On est avec le groupe Kerléo, le titre c'est Larmes, la larme quand tu pleures, la larme. N'oubliez pas de nous liker.
L'arme, le couteau, l'arme. Ah, d'accord, tu vois. Je sais pas. Puccino, l'arme de paix. Ah oui, de P-E-T. Ouais. Oh. Allez, n'oubliez pas de liker, de commenter cette émission, ça nous fait toujours plaisir. Et puis quand vous nous envoyez des messages, nous on répond tout le temps. Vous pourrez regarder l'émission bientôt en vidéo. Vous pouvez déjà voir des petits trucs sur la chaîne YouTube de Pause Vélo. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo! Je glisse de ton regard fier, caressant ta peau. Je brille, diamant éphémère, au cœur du ruisseau qui file sur ta joue déjà brûlée par la peine. On ne t'entend pas, tes plaintes seraient vaines, tu les gardes en toi, sous ta peau d'ébène. Je tremble, un temps suspend, et l'instant suivant, je fends inexorablement, l'air soudain pesant. J'attends de toucher cette terre où tu as grandi, sans papier ni père, loin de ce pays, exil nécessaire pour rester en vie. Mais on t'a condamné, ton avion t'attend, les mains entravées, tu pleures doucement. Oh, que sera demain sur un continent qui n'est pas le tien? Personne ne t'attend. Sans délai aucun, partir sous d'autres cieux, sans voix. Tu regardes au loin, puis baisses les yeux vers moi. Petit bout de toi arraché, je ne suis qu'une larme gisant à tes pieds, mais je resterai pour toi en France à jamais. À jamais. Oh, à jamais.